Et je vais essayer d'animer cette session aujourd'hui autour d'expérimenter la gouvernance d'Internet, là où plutôt les différentes formes de gouvernance de l'Internet sont en perpétuelle évolution. Il y a ceux qui considèrent que les gouvernements, au travers d'organisations multilatérales, doivent avoir le dernier mot. Il y a ceux qui, depuis le sommet mondial de la société de l'information, agissent pour que tous les acteurs concernés puissent participer tant aux discussions qu'aux décisions. Bien évidemment, il y a des mélanges à partir de ces modèles. Nous allons, au cours de l'atelier, essayer de faire un tour des différentes expérimentations ou des différents modèles de la gouvernance d'Internet. Nous allons essayer de travailler sous la forme de 3 minutes d'intervention pour chacun et ensuite un dialogue avec les participants. Après cette introduction, je ferai une petite image sur une organisation qui n'a rien à voir avec la gouvernance d'Internet, vous verrez. Ensuite, nous aurons, alors ce ne sera pas dans cet ordre-là parce que la vidéo d'Olivier doit être téléchargée, donc ce sera plutôt à la fin. Ce n'est pas Andrea qui sera là, mais ce sera Laurent Ferrali pour nous donner le point de vue de ICANN.org et puis un point de vue d'un gouvernement pour ce qui concerne l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Et puis ensuite, nous essaierons de voir d'autres organisations mondiales, donc Internet Society au niveau mondial, le Forum sur la gouvernance de l'Internet par l'intermédiaire de Lucien Castex, qui est membre du MAG. Julia nous parlera de ce qu'elle fait autour de le Forum sur la gouvernance de l'Internet pour les jeunes. Daniel nous parlera de l'IETF et Rachel de l'UNESCO. Ensuite, nous essaierons d'aller voyager un peu plus loin. Emmanuel, depuis le Togo, nous parlera de son expérience dans son pays et dans la sous-région, vraisemblablement. Ensuite, Esther, si on réussit à l'avoir, nous parlera d'un point de vue ISOC Cameroun. Et enfin, nous allons essayer de regarder quelques visions depuis la France. Donc, l'AFNIC, avec son directeur général Pierre Bonis, le point de vue d'Orange, essentiellement autour de la gestion technique et de la gouvernance technique, mais on verra ce que Philippe a à nous raconter. On aura en vidéo Benjamin Louis sur le point Alsace et last but not least, Nicolas, le président de l'Internet Society France. Voilà. Et donc, je me passe la parole pour changer de sujet et je vais donc vous parler de l'UCPA, Union nationale des centres sportifs de plein air. Je vais vous lire un passage d'un livre écrit par Raymond Malesset qui dirigeait l'UCPA pendant 10 ans. Le titre du livre, publié en 1985, est « Vacances sportives de plein air ». Vous voyez, on est loin de la gouvernance d'Internet. Et il raconte la création de l'UCPA dans le milieu des années 1960. Le secrétaire d'État de l'époque, Maurice Herzog, constatant les difficultés de l'Union nationale des centres de montagne comme de l'Union nautique française, et tablant sur le fait que l'une et l'autre étaient administrées par les mêmes mouvements de jeunesse, avait souhaité qu'on étudiât les modalités de rapprochement, voire de fusion des deux organisations. Une commission mixte fut créée et les réunions furent nombreuses sur plus de 2 ans. Au début, la majorité des membres étaient très réservés sur une fusion possible, mais voyaient plutôt favorablement un rapprochement avec la création de services communs. Les idées ne font que lentement leur chemin, il leur faut des périodes de maturation avant d'être admises. Un essai de définition des principes à partir desquels les mouvements de jeunesse peuvent se réunir pour gérer en commun une ou plusieurs institutions a été rédigé. Ces principes, pour l'essentiel, demeurent d'actualité, même si des conceptions nouvelles se font jour avec l'évolution de la jeunesse et des mouvements. Le secrétaire d'État suivait les travaux de la commission mixte avec attention, intérêt et patience. Il avait formulé une suggestion qui semblait de bon sens, non une injonction. C'était au mouvement de jeunesse de proposer la formule
qu'ils estiment les meilleures pour créer et animer en direction de l'ensemble de la jeunesse une ou plusieurs institutions. Cette évolution n'intéressait pas seulement le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et les mouvements de jeunesse, mais les départements ministériels du tourisme, de l'agriculture, de la marine marchande pour la voile, des collectivités locales, des départements, des communes. Les régions n'existaient pas encore à cette époque, et leur tuteur, le ministère de l'Intérieur. Autant les associer et leur demander de participer à l'administration d'une nouvelle institution. Ainsi, à l'organisme ou aux organismes gérés par les seuls mouvements et fédérations sportives, on a substitué un organisme de cogestion introduisant les pouvoirs publics. 2 collèges égaux de 12 membres ont été proposés. Le premier collège comprenant les mouvements de jeunesse pour les 3/4 et les fédérations sportives pour 1/4. Le second collège, les représentants des pouvoirs publics, des collectivités locales, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de sécurité sociale. La présidence serait de droit assurée par un représentant du premier collège. Le 5 octobre 1965, l'Assemblée générale constitutive se tint dans les locaux du Club alpin français. Ce jour-là est né l'UCPA, Union nationale des centres sportifs de plein air. C'est un précurseur. Une organisation multipartie prenante associant, si nous prenons nos mots d'aujourd'hui, des utilisateurs, société civile, des techniciens, des élus et le gouvernement. C'est une bonne image qui existe donc depuis 1965. Nous, dans l'Internet, n'avons pas totalement tout inventé, mais nous allons voir comment est-ce qu'on a mis ça en pratique. Et donc, je passe donc la parole à Laurent Ferrali, s'il veut bien. Merci à tous. Merci Sébastien. Vous m'entendez correctement? Oui. Très bien. Oui, donc Laurent Ferrali d'ICANN. Je vais présenter très rapidement le modèle ICANN parce que je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent, pour après essayer de problématiser un peu cette question de gouvernance de l'Internet au sein de l'ICANN. Alors, l'ICANN, il y a 3 simulations techniques à but non lucratif, dont le siège est en Californie, qui a des bureaux un peu partout dans le monde, et une organisation multi-acteurs qui a vocation à accueillir tous les membres de la communauté Internet mondiale qui ont un intérêt dans les discussions relatives au développement de politiques des identifiants uniques de l'Internet. Il y a 3 composantes principales quand on parle de l'ICANN. Il y a la communauté dont je viens de parler, il y a le conseil d'administration et il y a le staff, ICANN.org. Là-dessus, il y a le rôle principal au sein de l'ICANN, c'est la communauté. La communauté, elle est formée de différents représentants, de différents groupes d'acteurs. Alors, les gouvernements, communautés techniques, les registres des noms génériques, les registres des codes pays, etc. Tous ces gens sont rassemblés au sein de l'ICANN, et parce que c'est une vocation d'être une organisation ouverte et multi-acteurs. Mais ce n'est pas parce que vous avez des gens autour de la table qui viennent de raisons différentes que vous avez une vraie organisation multi-acteurs qui fonctionne. Toutes ces personnes viennent de raisons différentes et ont des connaissances. Il y a pas du tout il y a une compréhension très hétérogène de ce qu'est l'ICANN, de ce qu'est le DNS, etc. Si on veut avoir une relation multi-acteurs qui fonctionne, on a besoin pas seulement d'avoir des acteurs autour de la table qui viennent de raisons différentes, mais des gens qui comprennent pourquoi ils sont dans cette salle, ce que fait l'ICANN et quel est leur rôle. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'autrement, on a des acteurs qui sont là physiquement, mais qui sont incapables de participer aux discussions. Et donc, à la fin, on a une relation multi-acteur sur le papier, mais qui n'est absolument pas multi-acteur dans son mode de prise de décision. C'est quelque chose qui est régulièrement reproché à l'ICANN, c'est qu'il y a des acteurs qui sont plus puissants que d'autres, parce que ce sont des acteurs justement qui ont des connaissances, et des acteurs qui sont plus en retrait et qui ont du mal à exprimer leur position. Il y a une forme de frustration qui existe. Afin d'éviter ce genre de problème, l'ICANN
l'ICANN, le staff de l'ICANN, essaye de mettre en place met en place des activités de renforcement de capacité dont l'objectif est de permettre justement à des acteurs qui n'ont pas les mêmes connaissances parce que leur travail ne leur permet pas d'avoir accès aux mêmes informations ou ils n'ont pas le temps pour collecter autant d'informations. On met en place une circulation d'informations et des activités de renforcement de capacité qui permettent à ces acteurs de pouvoir avoir une participation réelle au sein de l'ICANN. Après, se pose la question de la participation pertinente, et ce n'est pas un jugement de valeur sur les positions portées, c'est que cette participation, elle doit bien prendre en compte le cadre de l'ICANN, qui est dans les raisons techniques, elle doit prendre en compte les process qui sont au sein de l'ICANN, et surtout, on veut éviter, même si on regroupe les gens on regroupe les acteurs par catégorie, on veut absolument éviter le travail en silo. Donc c'est pour ça qu'il y a des groupes de travail transversaux. C'est pour ça qu'on essaie de suggérer aux différents acteurs de parler entre eux et pas de rester dans leur petit groupe. C'est de plus en plus compliqué parce que avec la participation en ligne qui est maintenant, on remarque un petit peu un repli des différentes organisations sur elles-mêmes qui composent l'ICANN, différents groupes qui composent l'ICANN. Et puis, il y a aussi beaucoup de sujets qui sont très intéressants, qui apparaissent dans le numérique, mais qui ne sont pas des sujets qui sont tout à fait liés au mandat de l'ICANN, donc qui sont beaucoup plus intéressants que le mandat de l'ICANN, mais qui ne sont pas forcément, qui sont pas dans le mandat de l'ICANN, et donc leur discussion au sein de l'ICANN peut poser des problèmes, parce que souvent, certains en tout cas, sont hors du mandat technique de l'ICANN. Voilà, on a un modèle multi-acteur ouvert, les gens peuvent venir participer. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas trop de barrières financières. On essaie d'atténuer les barrières financières en fournissant des soutiens pour le voyage. On essaie aussi d'éviter la barrière liée à la connaissance et à la langue en fournissant des activités de renforcement de capacité, des briefings et de l'interprétation. Mais voilà, faire fonctionner une organisation multi-acteurs demande d'être constamment à l'écoute des besoins des différents acteurs, de manière à leur permettre de pouvoir participer de manière active et pertinente aux discussions. Donc voilà, pour ma partie ICANN, je pense que c'est bon. Je voudrais laisser la parole à Vincent. Merci beaucoup, cher Laurent. Je vais juste allumer ma caméra. Voilà, j'espère que vous pouvez bien me voir. Bonjour à tous, je suis Vincent Gouillard, conseiller rédacteur au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et membre de la délégation française auprès du GAC, du comité gouvernemental de l'ICANN. Merci beaucoup au FJ France pour cette invitation. Je suis heureux de vous présenter un bref condensé de la vision de la France, de la gouvernance de l'Internet et du modèle de l'ICANN. Avant toute chose, je tiens à souligner que le gouvernement français soutient le modèle multipartie prenante de la gouvernance de l'Internet. Tout gouvernement que nous sommes, nous ne souhaitons pas un modèle de gouvernance strictement multilatéral, loin de là. Et l'ICANN est l'une des rares organisations authentiquement multipartie prenante, et même si son modèle est perfectible, c'est une enceinte permettant à toute partie prenante de l'Internet de s'exprimer. C'est donc quelque chose que nous devons conserver et améliorer. Pour vous donner mon expérience de l'ICANN, je voudrais insister sur deux choses. La première chose, c'est une sorte de paradoxe, à mon sens, qu'on trouve à l'ICANN. Le paradoxe, je vais reprendre un peu des éléments qui ont été dits par Laurent. Le paradoxe, c'est que l'ICANN est une communauté multipartie prenante très ouverte et accessible, mais dont le fonctionnement a un peu tendance à se passer en silo. Et d'un côté, les travaux de l'ICANN sont très ouverts, d'immenses quantités d'informations sont librement accessibles et il est facile d'entrer en contact avec à peu près n'importe quel membre de la communauté ICANN, y compris ceux qui exercent des responsabilités importantes. Il y en a parmi nous ce soir. Mais d'un autre côté, cette ouverture, cette accessibilité ne sont pas exploitées à leur pleine mesure, je pense. Cela s'améliore, heureusement. Par exemple, les relations sont de plus en plus intenses entre le GAC et la LAC ou entre le GAC et la GNSO. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Et une bonne partie du problème, je pense, vient du fait que beaucoup de participants à l'ICANN
n'ont tout simplement pas conscience de ces vastes possibilités. Possibilité de s'impliquer, de s'informer, de contacter presque tout le monde. Nous avons du travail pour démanteler ces silos, si j'ose dire, mais si nous y parvenons, le modèle de gouvernance de l'ICANN s'en trouvera fortement amélioré. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que le revers du modèle multipartie prenante de l'ICANN, c'est sa complexité. Une complexité inévitable, je pense, pour permettre l'implication de tous. Mais on peut se demander si la complexité de l'ICANN, de sa structure, de ses procédures, est à ce point nécessaire. L'ICANN se trouve aujourd'hui en but à des sujets complexes, comme l'accès aux données WHOIS à l'ère du RGPD, et elle s'adapte face à des situations inédites. Mais nous avons parfois l'impression que ça peut être dans le sens d'une complexité croissante, pas d'une simplification. Et nous craignons que cette complexité, voire cette complexification, ne réduise la participation à l'ICANN et partant sa représentativité et sa légitimité. Donc, comme pour toute chose, le bon fonctionnement du modèle multipartie prenante, c'est une question d'équilibre. Nous devons avoir des mécanismes solides permettant la participation de tous, mais sans alourdir excessivement les procédures et les structures. Ce sont des équilibres complexes vers lesquels nous devons tous travailler. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donne à présent la parole à Alejandra Prieto pour ISOC-Monde. Bonjour. Me voyez? Vous m'entendez? Parfait. Oui. Merci. Oui, bonjour, je suis Alejandra Prieto, gérante senior de programme de fellowship à l'Internet Society. Bon, j'imagine que vous le savez, mais je vais expliquer que l'Internet Society, c'est une organisation mondiale à but non lucratif qui donne aux gens les moyens de faire en sorte que l'Internet reste une force pour les biens, toujours ouvert, connecté au niveau mondial, digne de confiance. Pour nous, l'approche multi-acteur à l'écart de la gouvernance de l'Internet provient de l'ADN même de l'Internet et en constitue les moteurs qui bougent l'Internet. Les prises de décision multi-acteurs sont responsables, légitimes, durables et surtout efficaces. Plus les entrants sont pertinents, plus les processus sont inclusifs. Et comme ça, les meilleurs sont les résultats et la mise en œuvre. Donc, nous, obtenons des meilleures réponses aux problématiques globales quand on a une vaste diversité d'experts qui expliquent, qui interactuent et partagent l'intérêt pour contribuer d'une manière significative à le développement de l'Internet. On croit vraiment, nous, qu'on a quelques attributs de la gouvernance multi-acteurs et ces attributs sont l'inclusion et la transparence, la responsabilité collective, des prises de décision et une mise en œuvre efficace, une collaboration par les biais d'une gouvernance distribuée et interopérable. Cependant, on sait que cet effort collectif, malheureusement, est en danger. Les gouvernements s'orientent de plus en plus vers des approches de l'Internet fondées sur la souveraineté, notamment en manière de régulation. Donc, en même temps, dans une économie mondiale, il peut arriver que quelques puissants acteurs contrôlent les données et l'infrastructure de l'Internet. La centralisation menace le monde de fonctionnement décentralisé du réseau Internet et favorise les points de faiblesse uniques et s'éloigne de la philosophie ouverte et volontaire de l'Internet. Ces risques systématiques pour l'avenir de l'Internet dans le monde et pour la vision fondamentale de l'Internet Society exigent une réponse large et durable. C'est pour ça que l'Internet Society a développé ce qu'on appelle le mode de fonctionnement du réseau Internet, qui englobe les propriétés essentielles qui décrivent la manière dont l'Internet est constitué et exploité. Même si la technologie d'utilisation évolue, ces propriétés sont toujours là. Les 5 propriétés sont que l'Internet, c'est vraiment une infrastructure accessible dotée d'un protocole commun. C'est une architecture ouverte aux composants interopérables réutilisables. Il a une gestion décentralisée et un système de routage distribué unique. Il a des identifiants communs au niveau mondial. Et finalement, 5e propriété, c'est un réseau technologiquement neutre et à but général. Donc, pour nous, ces 5 propriétés sont essentielles et sont toujours là si on considère une bonne gouvernance de l'Internet. Ce mode de fonctionnement de l'Internet, comme on l'appelle, c'est vraiment le cadre positif qui nous permet de savoir si, par exemple,
des nouvelles idées sur la gouvernance de l'Internet vont dans le sens d'un meilleur potentiel Internet. Et aussi, nous offrent un cadre de référence stable pour évaluer les conditions actuelles du réseau. Les positionnements, par exemple, dans des différents développements de la technologie ou des règlements, accords techniques relatifs à la gouvernance, etc. Donc, en fait, on peut l'utiliser pour analyser toute situation qu'on a aujourd'hui au niveau de la gouvernance de l'Internet. Si, par exemple, une nouvelle évolution fragilise une ou plusieurs de ses propriétés essentielles, nous dispensons désormais d'une grille pour analyser l'objectif et finalement pouvoir appliquer la réponse nécessaire. Donc, on pense que nous devons adopter une approche globale visant à illustrer les avantages du mode de fonctionnement des réseaux Internet qui redouble l'effort pour faire en sorte que l'Internet reste une technologie mondiale à usage général, libre de tout contrôle et peu importe quel groupe. Nous avons donc créé une boîte d'outils que je vais mettre là en lien sur le chat. Comme ça, vous pouvez voir notre approche de quoi je suis en train de parler aujourd'hui, et qui va vraiment faire une évaluation de l'impact sur l'Internet. Cette boîte à outils aide les décideurs, les technologues, internautes, tout le monde à analyser et comprendre comment les décisions peuvent avoir un impact sur l'Internet, y compris, bien évidemment, toute décision au niveau gouvernance de l'Internet. Et en protégeant les fondations des propriétés essentielles dont je viens de parler, nous pouvons nous assurer que l'Internet peut atteindre son plein potentiel et apporter une connectivité, une innovation et automatisation à tout le monde. Donc voilà, je vais dire que le rôle de cette boîte à outils qu'on a développée pourrait être de rassembler les parties prenantes également pour la résolution des problèmes. Et ce qu'on comprend si est l'approche multipartie de la gouvernance de l'Internet. Cette évaluation de l'impact de l'Internet, sur l'Internet, nous aide à filtrer de nouvelles politiques pour un potentiel impact qu'on peut avoir sur les propriétés. Et c'est aussi un dépistage pour détecter un impact potentiel. C'est une excellente occasion pour utiliser ça, par exemple, comme un point de départ dans une conversation sur la gouvernance de l'Internet, car cette boîte d'outils aide à faciliter des conversations parmi les différentes parties prenantes. Une chose qu'on considère que c'est très important d'avoir tous les représentants des différentes parties, surtout autour des conversations de la gouvernance de l'Internet. Avec ça, je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Lucien Casté qui va nous parler de l'IGF Monde et les MAG. Merci beaucoup. Merci Alejandra, merci Sébastien pour l'organisation. Alors moi, effectivement, j'ai la difficile tâche de vous parler du FGI Monde, de la manière dont le Forum sur la gouvernance de l'Internet fonctionne. Vous voyez moi le logo du FGI France, dont je vous dirai un mot après en guise de conclusion. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet, la édition mondiale, le FGI Monde, il a été créé par le sommet mondial sur la société d'information, particulièrement par l'agenda de Tunis, qui a mis en avant la nécessité d'échange entre les parties prenantes, la nécessité d'avoir un espace de discussion sur les politiques publiques de l'Internet. L'idée, et le mandat est fixé par les paragraphes 60 du Forum sur la gouvernance du l'agenda de Tunis, qui est un des documents résultats du sommet mondial sur la société de l'information, fixe ce mandat. Tout d'abord, discuter des politiques publiques de l'Internet. Être en mesure, entre les parties prenantes, d'aborder ces différentes politiques publiques avec la qualité et la diversité du modèle multi. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de faciliter les échanges entre ces différentes parties prenantes. C'est de travailler à la diffusion de bonnes pratiques entre les parties prenantes. Pardon, Lucien, excuse-moi, j'interviens, mais il faut que tu fasses quelque chose avec ton micro parce que c'est extrêmement haché, on entend un mot sur deux. On entend mal? Alors, attends. Correction en cours. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Non? Non, ça a l'air d'être mieux là, oui. D'accord.
Alors, ces parties prenantes, ce forum sur la gouvernance Internet, grosso modo, l'idée, c'est d'avoir un forum annuel et un certain nombre d'événements sur toute l'année qui permettent aux parties prenantes d'échanger. Ce forum annuel, il est un EPR, un condition que vous connaissez. Il a été à Berlin en 2019, il a été à Paris en 2018 et ils sont en 2021, du 6 au 10 décembre. L'idée, c'est d'être en mesure d'échanger entre les parties prenantes. On n'a pas l'air d'être meilleur. Ça coupe beaucoup, Lucien. Ce que je te propose, c'est que tu passes la parole au suivant et qu'on revienne vers toi pour que tu termines ton intervention un peu plus tard, s'il te plaît. Tout à fait. Je vais voir ce qui se passe. Tu passes la parole à celui qui devait… Bon, il a disparu. OK. Donc, la suivante, c'est Yulia. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre? Génial. Merci. À toi la parole. Oui, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Merci Sébastien pour cette intervention. Alors, je suis Yulia Morenet et je vais vous parler aujourd'hui de Youth IGF que j'ai fondé en 2011. Alors, vous avez déjà entendu parler de IGF, donc c'est facile à comprendre qu'est-ce qu'est le Youth IGF, qui est effectivement le mouvement des jeunes sur la gouvernance de l'Internet, qui est reconnu par le IGF Monde des Nations Unies et donc qui a été fondé en 2011. Alors, c'est devenu vraiment quelque chose de très grand en 2016 et il faut dire qu'aujourd'hui, on représente la jeunesse des 35 pays qui, en quelque sorte, portent la voix de la jeunesse auprès de l'IGF et d'autres instances sur la gouvernance de l'Internet et les sujets autour du numérique. Alors, il faut dire, et c'est devenu vraiment, il faut vraiment souligner que le Youth IGF est vraiment devenu un des acteurs majeurs de l'IGF et de tout ce écosystème, en fait, sur la gouvernance de l'Internet. Et vraiment, aujourd'hui, si on organise un événement auprès de l'IGF ou auprès d'autres organisations comme l'UIT, les jeunes font vraiment partie de cette discussion. Alors, très rapidement, je crois qu'il y a 3 choses à retenir quand on parle de Youth IGF. Première chose, le Youth IGF a été fondé sur les recommandations du MAG. Lucien vient de nous parler de qu'est-ce qu'est le MAG. Ce sont les conseillers auprès du secrétaire général des Nations Unies sur la gouvernance de l'Internet. Aujourd'hui, c'est Lucien qui représente effectivement la France. J'y étais il y a 5 ans. Et donc, le Youth IGF a été fondé vraiment sur les recommandations qui ont été faites par le MAG en 2011. Alors, la deuxième chose à retenir, c'est que le Youth IGF a 2 objectifs. Premier objectif, c'est vraiment de porter la voix de la jeunesse sur les questions en lien avec la politique numérique, les côtés juridiques, les côtés très pratiques auprès des décideurs internationaux, mais aussi au niveau international, au niveau européen et pourquoi pas au niveau national. Mais le deuxième objectif, c'est également de renforcer les capacités des jeunes sur les questions de la gouvernance de l'Internet et tous les sujets en lien avec le numérique. Et troisième chose à retenir, c'est que le Youth IGF a vraiment des résultats. C'est-à-dire, le premier résultat, je crois, c'est que nous avons soulevé cette vague sur la représentation des jeunes dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. Et aujourd'hui, la jeunesse est vraiment un acteur clé, comme le signale et comme nous pouvons le voir auprès du pays hôte, la Pologne, qui a fait une priorité, la jeunesse, dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. Et le deuxième résultat, c'est que nos jeunes, ils ne font pas que parler, ils organisent des choses très concrètes sur des sujets très concrets en lien avec le numérique et la gouvernance de l'Internet. Ce sont des ateliers de connaissances, par exemple sur la protection de l'enfance en ligne, sur la cybersécurité, sur la transformation numérique. Et en même temps, ils sont devenus des leaders, c'est-à-dire on a pu former en quelque sorte dans un certain nombre de pays des leaders, les ressources humaines de la gouvernance de l'Internet de demain. Alors, puisqu'on parle en français ici, je dois signaler que l'année dernière, nous avons formé des Youth IGF régionaux, dont Youth IGF francophonie, et nous espérons de collaborer avec tous les acteurs francophones, y compris pour qu'ils nous soutiennent et qu'on travaille ensemble et qu'on représente les jeunes dans le domaine et dans la région francophone. Voilà, merci Sébastien et au plaisir, je passe la parole à Daniel de l'IATF. Daniel.
Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc, je vais commencer à vous parler un peu de ce qu'est l'IETF. Donc, bon, l'IETF, c'est avant tout une sorte d'écosystème dans lequel on a l'IETF, l'IESG, l'IAB et l'ISOC. Et donc, l'IETF en tant que tel, c'est Internet Engineering Task Force qui se spécialise essentiellement à la définition de protocoles réseau. Ensuite, on a l'IESG qui fait partie de cette constellation et qui est Internet Engineering Steering Group et qui doit être vu comme une sorte de management de l'IETF en tant que tel. Et enfin, on a aussi une troisième entité qui fait de cet écosystème, qui est l'IAB, Internet Architecture Board, qui pourrait être vu comme une sorte de ministère des Affaires étrangères de l'IETF, c'est-à-dire qu'il établit des liaisons avec différentes organisations comme l'ICANN, par exemple, l'ITU, I3E, etc. Excuse-moi, Daniel, mais mets ton micro plus proche de ta bouche parce qu'il est près de ton oreille. Là. Ah oui, c'est mieux là? Oui. Ok. Donc, l'IAB s'occupe également d'architecture quand ils ont le temps. Enfin, quel est le lien avec l'ISOC dans tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ISOC a été créé après l'IETF, en fait. Et alors ça, c'est ma compréhension, mais peut-être que d'autres pourront la compléter. C'est que l'ISOC a été plus ou moins en partie créé pour créer une sorte d'ombrella juridique et légale de l'IETF. Et aujourd'hui, disons, l'IETF s'affranchit un petit peu de l'ISOC, mais sont gérés par une entité qui s'appelle IETF LCC, qui est hébergée au sein de l'ISOC. Et l'ISOC est également présente au sein de l'IETF, et l'ISOC se retrouve également au sein de l'ISOC Board of Trustees. Donc, pour faire des appeals, quand il y a un appel effectué au niveau de l'IAB. Alors maintenant qu'on a vu un peu cette constellation d'organisation, qu'est-ce que fait l'IETF? Donc l'IETF se concentre sur la définition de protocoles et elle voit l'Internet comme une plateforme liée qui permet l'innovation. Alors pour permettre l'innovation, on met en place des protocoles et on a finalement, on part du principe qu'on n'est pas obligé de demander une autorisation à qui que ce soit pour créer un protocole. L'objectif, c'est avant tout de permettre l'interopérabilité entre différentes implémentations, justement pour que cette plateforme puisse être utilisée. Et une des caractéristiques de l'IETF, c'est que tout le monde peut y participer. Il y a des meetings, il y a des mailing lists, c'est assez ouvert et n'importe qui peut participer et prendre part aux décisions. En fait, les protocoles sont ce qu'on appelle décidés au vu de ce qu'on appelle un consensus. C'est-à-dire que ce n'est pas un vote, mais il y a une sorte de consensus qui doit être établi pour l'approbation d'un protocole. Alors maintenant, l'IETF et la gouvernance de l'Internet. En un mot, l'IETF ne s'occupe pas de gouvernance de l'Internet. En fait, l'IETF produit des outils qui finalement doivent être utilisés, configurés par le législateur ou le régulateur, etc. Mais il est quand même difficile de nier que la définition même des protocoles qui sont définis à l'IETF témoigne d'une certaine vision et peut-être d'un certain parti pris. Alors typiquement, après les révélations d'Edward Snowden, l'IETF s'est engagé à sécuriser plus ou moins l'ensemble de ces protocoles pour éviter qu'une entité tiers, donc pas impliquée dans une communication, puisse observer les échanges qui se passent. Donc typiquement, ça a généré beaucoup plus de trafic chiffré. Un autre aspect, c'est que pour protéger davantage pour ne pas permettre à une connexion chiffrée d'être rejouée et donc déchiffrée à l'avenir, TLS 1.3 a été designé avec ce qu'on appelle la Perfect Forward Secrecy, qui est un design un peu plus, on va dire, qui implémente
davantage de protection de la vie privée que ne le faisait TLS 1.2. Alors, bon, ça, c'est un peu la prise de parti de l'IETF, mais ce qui peut aussi être intéressant au niveau de l'IETF, c'est qu'on peut, au vu des outils qui s'y développent, dégager certaines tendances et certains risques ou certaines, on va dire, trends en français, sur lesquels peut-être il faudrait regarder un petit peu plus. Et par exemple, un des phénomènes qu'on pourrait commencer auquel on peut prêter attention, c'est ce phénomène de concentration où la majorité des services réseau se retrouvent établis par un nombre très limité d'entités. Donc là, ça touche un petit peu au modèle multi-stakeholder qui est un petit peu contredit. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur l'IETF. Et je vais passer la parole à Rachel, je crois. Oui, allô, bonjour. Merci pour l'invitation à Sébastien et à l'ISOC France. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. Bon, je ne suis pas habituée à ce système, mais bon, je vais dire que c'est beaucoup plus fun face à face, mais bon, c'est l'année de Covid, donc on fait comme ça. Je travaille pour l'UNESCO dans le secteur de la communication et de l'information. Qui s'occupe de nos programmes pour promouvoir la liberté d'expression, l'accès à l'information et la gouvernance de l'Internet et les concepts de l'universalité de l'Internet. Je pense que peut-être vous les connaissez parce que ça fait plusieurs années qu'on le promeut. Bon, l'universalité de l'Internet, c'est un concept qui reste sur 4 principes fondamentaux. Qui sont que l'Internet devrait être basé sur les droits de l'homme, ouvert, accessible à tous et nourri par la participation des multiples acteurs. Et donc, afin de promouvoir ces principes, l'UNESCO a développé un cadre des indicateurs de l'universalité de l'Internet par le biais d'un processus ouvert, inclusif et multipartite. Donc maintenant, on est en train de conduire la mise en œuvre de ces cadres dans plus de 30 pays autour du monde. Et le but est de développer une compréhension de l'environnement de l'Internet et des politiques nationales relatives à l'Internet, d'évaluer cet environnement et ces politiques au regard de la mise en œuvre de ces principes de l'universalité de l'Internet. Et de formuler des recommandations en matière de politique publique susceptibles d'améliorer l'état de développement de l'Internet dans le pays. Et en France, en fait, c'est l'ISOC France qui est en train de conduire ce processus d'évaluation des indicateurs de l'universalité d'Internet. Et juste il y a quelques jours, je pense que c'était Lucien qui a parlé pour l'équipe en France qui s'occupe de ce projet et il a invité et encouragé tous les acteurs des institutions de participer à ce processus. Donc peut-être il peut en parler un peu plus tard. Je vais aussi saisir cette opportunité pour parler d'une autre initiative de l'UNESCO qu'on a lancée en mai, qui est pour la transparence des entreprises d'Internet, donc des grandes plateformes. Et en fait, l'idée, c'est comme vous tous le savez, ils ont énormément de pouvoir, d'impact sur nos sociétés, sur l'économie, la politique, la culture, et aussi sur les mandats de l'UNESCO. Et dans ces domaines, et l'éducation, les sciences aussi. Et donc, nous avons proposé 26 principes de haut niveau, donc assez large, qui peuvent être appliqués pour tout type d'entreprises, des petits, moyens et des grandes entreprises. Et ces principes sont publiés dans un papier, je peux mettre dans le
dans le chat qui s'appelle Laissons le soleil briller, transparence et responsabilité à l'ère numérique. Et ces principes, ils sont très variés, de transparence du contenu et des processus aux questions des dimensions commerciales et l'accès aux données. Donc, dans les prochains mois, on va faire une série de consultations aux groupes différents, y compris des différents IGF et aussi parmi la société civile, les universitaires, les entreprises, les États, pour finaliser ces principes et aussi pour développer un cadre opérationnel pour mettre en œuvre ces principes. Donc, je vous invite de tout participer à ce processus. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à la prochaine intervenante. Merci. Emmanuel, à toi la parole, s'il te plaît. Et si tu peux mettre ta vidéo, ce sera génial. Alors, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, vas-y. Allez, merci beaucoup pour les présentations des présentateurs précédents. Donc, moi, je vais plus parler du contexte togolais et africain de façon générale. Donc, aujourd'hui, je coordonne le Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Togo et aussi le Forum sous-régional, l'IGF Afrique de l'Ouest, qui consiste au total 15 pays. Donc, en Afrique, comme dans l'écosystème mondial, la gouvernance de l'Internet, les deux approches, ou bien les différentes approches, l'approche multi-acteur qui a été bien définie par le Sommet mondial a largement été acceptée au début comme la meilleure manière de prendre les décisions politiques pour un réseau distribué à l'échelle mondiale. Mais bien que ce modèle soit largement accepté en Afrique, les gouvernements dans la plupart des pays aujourd'hui sont soit prudents à rejoindre des initiatives nationaux et régionaux dans lesquelles participe la société civile. Donc, ils s'approprient pour certains pays la paternité de l'IGF. Donc, vous avez des IGF où c'est complètement organisé par le gouvernement et des décisions plus ou moins non consensuelles où des acteurs, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs clés, notamment la société civile, sont écartés. Donc, cette tendance, on l'observe dans beaucoup de pays, surtout des pays dans des régimes plus ou moins autoritaires. Donc, en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a deux modèles qui ont été plus répandus, disons, ces dernières années. Donc, les deux modèles sont soit un modèle associatif dans lequel on retrouve et le gouvernement et les autres acteurs, notamment le secteur privé, le monde universitaire ou la société civile. Donc, ils se retrouvent sous une association et décident d'organiser, de mettre en place les politiques du FGI. Donc, dans la plupart de ces pays où les modèles ont été adoptés, notamment des pays comme le Bénin ou même le Togo, la Côte d'Ivoire, dans ces différents pays, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des décisions qui sont prises dans ce modèle, ces décisions sont plus ou moins responsables, durables et efficaces. Efficaces dans le sens où les recommandations issues de l'IGF, plus ou moins, on les observe dans l'application des politiques publiques. Mais le deuxième modèle qui consiste à donner, donc je reste dans le contexte ouest-africain, donc le deuxième modèle le plus répandu est un modèle dans lequel on donne la paternité du FGI à la société civile et notamment dans plusieurs pays, ISOC, pour la plupart des pays. Donc ISOC est aujourd'hui accepté comme une entité qui porte la paternité du FGI dans plusieurs pays. Donc, généralement, quand ça arrive à ce niveau, les gouvernements ont tendance à ne pas participer aux discussions. Donc, aujourd'hui, face à ces deux modèles, on tend tous vers le modèle associatif parce que c'est le modèle qui fait plus ou moins l'unanimité dans la sous-région. Mais aujourd'hui, en termes d'AGF régionaux, comme celui de la CEDEAO que je coordonne, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, l'application du modèle multipartie prenante est très acceptée. Donc, si nous prenons, disons, les AGF organisés ces 9 dernières années, par exemple, ce modèle a été largement accepté. Donc, pourquoi cette disparité ou bien d'un modèle à l'autre dans les mêmes régions? On a remarqué qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, surtout les pays où la démocratie n'est pas plus ou moins avancée, les gouvernements considèrent l'Internet comme trop important
donc à laisser la responsabilité à des acteurs techniques ou la société civile. Donc, ils disent, nous prenons les choses en main, nous allons pouvoir remédier aux réelles règles d'usage, etc. Donc, ça, quand même, tend vers une sorte de hijacking, comme les Anglais le disent, de l'IGF dans ce genre de pays. Donc, nous avons compris que, voilà, aujourd'hui, il faut plutôt sensibiliser les pays à adopter un modèle quand même qui permet à tous les acteurs de pouvoir exprimer leurs besoins pour avoir un consensus dans l'amélioration ou l'application des politiques publiques dans ces différents pays. Donc, voilà un peu présenter les deux modèles les plus répandus en Afrique de l'Ouest et aussi les actions que ces sous-régions, notamment la CEDEAO, mènent aujourd'hui pour pouvoir impliquer les gouvernements, et l'Union africaine aussi le fait d'ailleurs, pour pouvoir impliquer ces gouvernements et ces acteurs-là à travailler sous le même enseigne pour pouvoir faire avancer le réseau mondial. Merci beaucoup. Je passe la parole à Esther. Esther, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je remercie d'abord Sébastien et Isaac France de m'inviter à ce webinaire où on échange sur les questions traitantes. Et je voudrais faire un petit coucou à Michel Sounan qui est là, qui s'implique beaucoup pour qu'au niveau du Cameroun, les acteurs de la société civile soient impliqués dans toutes les prises de décision pour tout ce qui concerne. Je partage un peu le constat que Emmanuel vient de faire, parce qu'on est dans des pays avec le même background d'État centralisé qui essaye de contrôler tous les espaces où les citoyens peuvent échanger, peuvent prendre des initiatives. Mais on note au niveau du Boom. Esther, tu ne peux pas te rapprocher de ton micro? On t'entend assez mal. Vous m'entendez là? Un peu mieux. Emmanuel, si tu peux enlever ta vidéo, ce serait génial. Oui. Merci. Je vais reprendre alors, puisque vous n'entendez pas bien. Je disais que je partage le constat que Emmanuel a fait au niveau régional, et ça s'explique parce que les pays ont pu permettre des États qui sont pas que d'opposition à au niveau du monde qui a eu une certaine évolution. On a la ministre des télécommunications pour l'IGF, ici c'est organisé par le régulateur. On a plusieurs acteurs de la société civile qui sont impliqués, dont ISOC, le CAPDA avec Michel dont j'ai parlé tout à l'heure, et on essaye de travailler au niveau d'ISOC pour être non seulement dans les discussions relativement à la gouvernance d'Internet au niveau de l'IGF avec les autres acteurs institutionnels et les autres acteurs de la société civile ouverts, mais on essaie de travailler avec les autres personnes qui sont posent point droit de précision pour être sûr que la société autour du point qu'on soit vraiment un système. On a récemment commencé à travailler, par exemple, avec les banques de partage. Esther, la communication n'est pas bonne du tout. Enlève ta vidéo, s'il te plaît, pour qu'il y ait plus de bande passante pour le son. Merci. Vas-y. Si tu peux t'approcher de ton micro. C'est mieux. C'est mieux. Je crois. Vas-y. D'accord. Je disais qu'en dehors du travail qui a été mis en place par la ministre des Télécommunications relativement à l'IGF et qui intègre la fois institutionnelle comme le Centre national de développement de l'informatique ou le régulateur des télécoms et le régulateur des TIC et d'autres associations des acteurs de la société civile comme ISOC, Cameroun, ou le CAPDA de Michel Chonan qui est en train de nous suivre maintenant, et d'autres acteurs pour inclure tous les acteurs institutionnels, privés et la société civile dans la prise de décision relativement à la gouvernance Internet. C'est vrai que c'est des recommandations, mais c'est de plus en plus suivi et je pense que la cause l'année passée nous a aidés parce que
quand la crise a commencé, on a au niveau du ministère fait des propositions sur comment le gouvernement devait répondre pour ce qui concerne Internet et sa gouvernance, puisque tout allait se passer désormais en ligne en grande partie. Au-delà de ça, on essaye au niveau de ISOC Cameroun, des autres intervenants qui sont à point de prise de décision important, comme les législateurs, parce que c'est eux qui font les textes de loi qui après vont s'appliquer. Et si on n'agit pas en amont, on aura toujours une gouvernance d'Internet qui est restreinte et qui se trouve seulement au niveau de l'administration sans intégrer le point de vue ou les prises de parole de la société civile qui représente les consommateurs. Et donc, on a commencé à travailler récemment avec les parlementaires qui ont un réseau qui s'occupe uniquement TIC. Et j'ai été agréablement surprise que notre démarche d'avoir une plateforme d'échange avec eux pour toutes les questions qui concernent la gouvernance d'Internet ait été bien accueillie et qui nous est soumis pour réflexion plusieurs questions qui se posaient relativement à la gouvernance d'Internet avec les régulateurs et auxquelles ils n'avaient pas vraiment de réponse parce qu'il manquait d'outils. Donc, on est en train de travailler dessus pour vraiment que toutes les fois, dans tous les endroits où on parle de gouvernance d'Internet, que la voix de la société civile et des autres intervenants soit prise en compte pour avoir un vrai système mutuel, parce que ce n'est que parce qu'on écoute et qu'on sait quel est le retour du consommateur, quel est le retour du citoyen, qu'on peut prendre des mesures de gouvernance d'Internet qui permettent d'avoir Internet plus libre et plus accessible à tous. Et je voudrais terminer en indiquant que Michel Tonon a engagé la création d'une plateforme pour la protection des consommateurs et le droit du numérique dans laquelle on trouve la plupart des intervenants de la société civile sur toutes les questions qui sont liées à Internet. Et ça va être un espace qui permet d'échanger sur toutes ces questions-là et de porter une voix unie quand on se retrouve en face du gouvernement pour que ça donne plus de poids aux prises de position ou aux propositions qu'on peut vouloir faire dans tout ce qui concerne la gouvernance d'Internet. Je pense que l'outil que Alexandra a présenté tout à l'heure, le toolkit qui permet d'analyser comment la gouvernance d'Internet se fait, va nous être d'une très grande utilité. Alors, je vais m'arrêter là et je passe la parole à Pierre Bonis. Merci. Merci Esther. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas sûr qu'on me voit, c'est bizarre, mais c'est pas très grave. Mieux, Pierre, qu'on puisse te voir, si tu peux. Bah oui, mais le partage de la webcam démarre. Donc, peut-être qu'il finira peut-être de démarrer quand j'aurai fini de parler. C'est pas grave. Et non, il y a une erreur serveur. Je vais réessayer, mais enfin, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Hop, on réessaye. Je pense que ça va donner la même chose. Bon, donc Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC, merci beaucoup à Sébastien et à Nicolas et à l'ensemble du groupe d'organisation du FGI, du comité d'organisation, de m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Ce que je vais essayer de présenter très rapidement, c'est la gouvernance de l'Internet vue de l'AFNIC dans sa pratique de la gouvernance de l'Internet. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je vais être très rapide dessus. Donc, l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération, c'est une association qui comporte à peu près 80 collaborateurs, une centaine de membres. C'est une association ouverte et qui a comme fonction, je dirais, la plus connue et la plus importante d'ailleurs, la gestion et le développement du .fr, l'extension Internet nationale française. Bien entendu, il y a plein d'autres activités, je ne peux pas toutes les décrire ici, mais je vais prendre cet exemple du .fr et notamment des politiques de registre du .fr pour vous essayer d'illustrer ce qui nous paraît être une force du modèle multi-acteur. L'AFNIC est une association multi-acteurs. En cela, d'ailleurs, elle suit assez précisément, et ça a été la volonté de ses créateurs, les préceptes qui sont ceux de la RFC, de l'IETF désignant le système des noms de domaine et l'organisation souhaitée pour les registres de noms de domaine nationaux, les CCTLD.
Donc, on a 3 collèges à la FNIC, enfin, on a 4 collèges d'ailleurs, plus exactement. On a un collège des bureaux d'enregistrement, donc du réseau de distribution, notamment du .fr, un collège des utilisateurs, dont d'ailleurs Sébastien est membre, ainsi d'ailleurs que Benjamin Louis, qui interviendra plus tard, des utilisateurs de l'Internet au sens large, ça peut être personne morale, personne privée, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, voire même des administrations, un collège international, des correspondants internationaux qui regroupe un grand nombre de nos homologues gestionnaires de noms de domaines nationaux, y compris et principalement d'ailleurs en Afrique francophone subsaharienne. Et puis un collège des fondateurs, puisque la FNIC a été fondée par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, le ministère de l'Industrie, le ministère des Communications électroniques et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, pour aller très rapidement aux opportunités, et donc c'est, juste pour finir là-dessus, ces collèges élisent ou nomment des administrateurs, et le conseil d'administration de la FNIC, il est lui-même, je dirais, composé de toute cette diversité d'acteurs. ISOC France est membre du conseil d'administration, présenté par Sébastien, par exemple. On a des bureaux d'enregistrement. Gandhi est membre du conseil d'administration. Voilà, il y a cette diversité. Et puis, il y a l'État. Alors, pourquoi c'est des opportunités? Bon, d'abord, avoir plusieurs acteurs et les réunir régulièrement, ça permet de s'assurer que l'objet qu'on gouverne, entre guillemets, la gouvernance de l'Internet, c'est bien de gouverner quelque chose, ou là, le .fr, répond bien aux attentes de l'ensemble des parties intéressées. C'est-à-dire que comme elles sont dans la salle, si jamais on fait quelque chose qui ne plaît pas, normalement, on est les premiers à l'entendre. Ça paraît basique, mais c'est quand même très important. Et puis, ça favorise l'appropriation des règles du jeu, et l'appropriation aussi du sentiment de responsabilité de toutes les parties prenantes intéressées, puisqu'elles participent à l'élaboration des règles. Donc, c'est la meilleure communication sur les règles du jeu, ben c'est finalement de les faire avec les gens qui vont devoir les appliquer. Et pour ça, il y a 2 outils majeurs. Il y a l'outil de la transparence, c'est-à-dire, bon, c'est une association ouverte, donc on publie tout, les comptes, mais aussi les procès-verbaux, les comptes rendus, les décisions, les politiques. Et c'est un élément absolument indispensable pour nous de la gouvernance multi-acteurs. Et puis, au-delà de la transparence, il y a la co-construction, c'est-à-dire la mise en place de mécanismes. À la FNIC, ça s'appelle les comités de concertation notamment, mais aussi l'Assemblée générale et le conseil d'administration, bien entendu, qui sont des lieux où on discute du fond d'un certain nombre de propositions et on essaye de créer un consensus, pas forcément d'ailleurs un consensus, ça peut finir par un vote à la FNIC, sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait évoluer les règles, comment est-ce qu'on offre de nouveaux produits, comment est-ce qu'on modifie les performances du .fr. Pourquoi ça marche au fond? Enfin, on a l'impression que ça marche. Bon, d'abord parce que probablement la FNIC, bon, c'est une association ouverte, c'est une centaine de membres, on se connaît bien, on est entre gens de bonne compagnie, dans une certaine mesure, et les intérêts des uns et des autres convergent naturellement puisqu'ils convergent autour d'une notion d'intérêt général. Donc, l'intérêt général, toute personne n'est contre. Donc, on a quand même assez peu de sujets qui sont des sujets, je dirais, violemment contentieux, qui pourraient créer des blocages dans les discussions. Il faut en être conscient, ce modèle multi-acteur, quand il s'attaque à des choses qui engendrent probablement des intérêts très puissants, il peut avoir plus de mal à se développer, parce que ça peut bloquer la discussion à certains moments. Et donc, j'en arrive, pour finir, à quels sont les écueils possibles qu'on peut voir dans la pratique que nous avons du multi-acteur. Alors déjà, le premier écueil, c'est qu'il faut faire attention à ce que on reste ouvert comme organisation aux gens qui nous sont extérieurs. Parce que plus vous avez d'acteurs différents en votre sein, plus vous pouvez avoir l'impression au jour le jour que vous représentez la totalité de la communauté. C'est absolument pas vrai, bien entendu. Et donc, un danger qui guette les organisations multi-acteurs, c'est de considérer qu'elles sont intrinsèquement légitimes et que finalement, elles n'ont pas à parler à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un danger important auquel il faut être attentif.
on le voit bien pour l'AFNIC, on a besoin, d'accord, on a l'État dans notre conseil d'administration, mais on a besoin d'avoir des rapports avec les pouvoirs publics au-delà, par exemple, des représentants du conseil d'administration. C'est totalement vrai aussi sur les utilisateurs, quelle que soit leur représentativité au sein de l'AFNIC. Il est clair que les utilisateurs français de l'Internet, on peut aussi leur parler dans d'autres canaux que ceux de nos comités de concertation. Et donc, je termine maintenant sur le risque. Le risque du modèle multi-acteur tel qu'on le voit, c'est que si on cherche justement à trop renforcer sa légitimité et sa centralité en tant qu'organisation multi-acteur, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on parle de moins en moins aux autres organisations et qu'on rentre dans un espèce de conflit de légitimité avec elles, eh bien, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui va se passer? On va engranger encore plus d'acteurs, on va avoir plus de gens dans nos réunions, plus de gens intéressés, et on va se dire, regardez, c'est bien ça qu'il faut faire, sauf que quand vous faites ça, eh bien, le danger auquel vous êtes confronté, c'est que vous ralentissez aussi le processus de décision et d'exécution. Et je termine là-dessus, c'est, je dirais, le bas qui blesse sur le modèle multi-acteur, selon moi, c'est qu'il arrive parfois, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure quand il parlait de complexité, il arrive parfois que on ait du mal à terminer la discussion. Et quand on a du mal à terminer la discussion, on ne passe pas à l'action, on ne décide pas, et donc on finit par être inefficace. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder de près. Je ne veux pas terminer par le mot inefficace, il y a plein de choses qui sont très belles dans le modèle multi-acteur, et j'ai voulu pour ma part essayer d'identifier les points auxquels il faut que tous nous soyons vigilants pour que ce modèle perdure, et perdure notamment par son efficacité et par son efficacité perçue par l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup, je pense que j'ai été trop long comme d'habitude. Je passe la parole à Philippe Foucard d'Orange. Est-ce que vous m'entendez? Avec bien du mal pour donner les 15 autorisations nécessaires. C'est bon, vas-y, à toi. Merci Sébastien et merci Pierre. Philippe Foucard d'Orange, donc je vais aussi essayer de partager notre approche de cette gouvernance Internet et en particulier plutôt en ce qui me concerne la gouvernance technique. S'agissant des ressources de nommage et d'adressage, donc comment on voit cette gouvernance d'abord, en second comment on peut y agir, comment l'améliorer, et puis en troisième point, plus généralement et à la cible, comment on l'a fait évoluer en termes de modèle le cas échéant. Donc sur le premier point, sur qui et pourquoi, alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein, mais je vais me plaire à les répéter. Pour nous, la gouvernance technique de l'Internet, et en particulier celle qui est mise en œuvre par l'ICANN sur le nommage et l'adressage et le DNS, c'est un partenariat, une organisation multipartite ouverte aux différentes parties prenantes, les acteurs privés, les gouvernements, la communauté technique, la société civile et le monde académique, et chacun dans leur diversité. Sans biais géographique, ni de langue, ni de culture, pour faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Ça paraît être un vœu pieux, mais en pratique, sur certaines dimensions en particulier à l'ICANN, je pense à la langue en particulier, ça reste un défi encore aujourd'hui. Par ailleurs, il ne faut pas croire que chacune de ces catégories soit homogène. C'est une discussion sur la représentativité des acteurs au sein des organisations, à l'ICANN comme ailleurs. Il ne s'agirait pas d'aboutir à une structure où chacun de ces acteurs, chacun des éléments soit pas entre guillemets distinguable, pardon pour le néologisme, et que tout le monde soit représenté un peu partout. Donc il y a une affaire de structuration ad hoc de l'organisation. Donc sur le quoi et qu'est-ce qu'on va développer. Alors on est de notre côté assez attaché à cette notion qui a été développée il y a quelques années, hein, d'Internet de confiance, quand on voit les sujets d'actualité à l'ICANN notamment, qui soient d'ailleurs pas forcément que de la responsabilité de l'ICANN, puisque ça peut la dépasser assez largement. Je pense à l'abus de DNS, par exemple, la fiabilisation des données des annuaires, des noms de domaine, la conformité aux différents règlements de protection de la vie privée.
ou la résilience des réseaux. Voilà, en termes de quoi le périmètre qui nous paraît pertinent à cette gouvernance. La question qui vient après, j'en viens à mon second point, c'est comment on met tout ça en musique, quoi. Et comment nous on voit l'action au sein de ces instances-là, enfin, ou plus particulièrement, on a une vue assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on travaille depuis pas mal d'années au sein des organisations elles-mêmes. Alors l'ICANN, l'ERIR, plus directement sur les questions de nommage et d'adressage, les FGI pour ce qui me concerne moins. Alors non seulement pour informer et nous informer, ça reste quand même l'une des missions essentielles des FGI, mais surtout de notre point de vue pour utiliser les instruments et donc développer les politiques publiques, mais aussi faire évoluer leur structure. On a parlé des limites, des lourdeurs potentielles, du besoin de transparence sans pour autant être totalement noyé par l'information. Voilà, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles auxquelles on est sensible et voilà, pour lesquelles on porte des contributions au sein des instances elles-mêmes, à l'ICANN comme ailleurs. Alors après, sur l'évolution du modèle, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement, et compte tenu de notre implication, je pense que vous l'avez compris, on est assez supporter, voire fervent supporter du modèle actuel, et notamment des instances qui sont en charge de la gestion des ressources Internet. Je pense à l'ICANN et aux registres régionaux en particulier, sur les noms de domaine et les adresses IP. On en reconnaît naturellement tous les défauts, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas un certain nombre. Les limites, les contraintes pour y avoir été actifs depuis des années, on constate quand même que structurellement, il y a eu un ensemble de progrès, notamment sur le statut des organisations en question et la dépendance vis-à-vis de certains gouvernements. Donc on se félicite de ce progrès-là, mais ça ne veut pas dire que tout est tout rose naturellement. Mais on ne croit pas à une révolution en redémarrage sur une page blanche, par exemple par une approche multigouvernementale uniquement. Mais voilà, ça ne veut pas dire que les structures soient sans défaut, mais on préfère agir au sein des structures elles-mêmes pour faire en sorte qu'on ne tombe pas sur les travers qui ont été évoqués juste avant. Et je terminerai aussi sur ce besoin de ne pas se regarder le nombril au sein de ces organisations-là, de besoin de s'ouvrir en permanence à l'extérieur pour éviter voilà, l'entre-soi et le risque de sclérose de l'organisation. Le consensus, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. Et il y a parfois un risque de difficulté à prendre la décision ou d'apparaître totalement immobile vu de l'extérieur. Et il est important de conserver ce regard. Voilà, je terminerai là-dessus. Et puis, je pense que je passe la parole à Benjamin Louis, mais c'est peut-être pour le point Alsace, mais c'est peut-être pour un enregistrement. Sébastien, merci. Normalement, ça devrait démarrer. Bonjour, je m'appelle Benjamin Louis, je suis le dirigeant de la société Sparkling. La société exploite l'extension de premier niveau Internet.Alsace, extension qui appartient à la région Grand Est. Je vais vous parler de la gouvernance Internet vue d'Alsace ou vue du point Alsace. Donc, il y a plusieurs types de parties prenantes. Il y a évidemment l'ICANN, qui est importante parce qu'au-delà du contrat qui lie le registre à l'ICANN et qui définit les règles et les usages et les éléments techniques juridiques, il y a évidemment une partie communauté et travaux qui est importante puisqu'elles ont un impact direct sur le fonctionnement du point Alsace. Donc on essaie de participer le plus possible à ces travaux-là, notamment les travaux et réflexions qui ont une part opérationnelle assez forte pour Alsace, comme par exemple les sujets actuels autour des abus sur le DNS. Donc on travaille essentiellement
C'est difficile pour une petite extension comme le point Alsace d'avoir une voix qui porte. Donc on travaille en groupe à travers ce qui s'appelle le GOTLD Group, qui est un groupe qui représente les extensions géographiques au sein du GNSO. Donc c'est aussi un endroit où on échange beaucoup de bonnes pratiques. C'est très intéressant pour comprendre, pour apprendre, pour échanger, pour être au courant des choses qui se font et qui avancent dans le DNS. Donc voilà pour le volet ICANN, brièvement. Ensuite, il y a un élément fondamental pour nous, c'est évidemment la FNIC, puisque la FNIC est l'opérateur technique de registre du point Alsace, tout comme pour des extensions comme point BZH ou point Corsica. Donc c'est important pour nous, c'est notre opérateur technique, donc c'est le socle technique du point Alsace. C'est important pour nous aussi parce que la FNIC est un espèce de nœud central du nommage Internet français et de la gouvernance Internet français. On y croise du monde, il se passe des choses, il y a tout un pan important de la FNIC en matière de R&D, de partenariat qui permet de faire avancer les sujets du DNS et de les promouvoir. Donc pour nous, la FNIC est un élément fondamental de la gouvernance en France. Et ensuite, il y a tout un aspect plus local pour le point Alsace. Ça va être les élus de la région, évidemment, avec qui on a beaucoup travaillé pour monter le projet point Alsace, dans ses politiques de registre, dans ses politiques tarifaires ou encore dans tout ce qu'on avait anticipé en matière de blocage de domaines qu'on souhaitait allouer à certaines instances, certaines collectivités. Il y a encore à d'autres niveaux en local les chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce qui sont très importantes pour nous, à qui on travaille beaucoup, on porte certains projets, notamment en ce moment dans les cas de la digitalisation des TPE et PME. Donc c'est un acteur important pour nous, un partenaire important. Et enfin les utilisateurs qui sont un petit peu au centre de nos préoccupations, qu'on essaye le plus possible de rencontrer, de voir. On essaie d'être à l'écoute en les rencontrant le plus possible en Alsace. En ce moment c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur le terrain pour écouter leurs attentes et aussi leur parler de ces aspects de gouvernance, leur expliquer ce qu'il y a derrière le miroir de l'Internet, derrière leur smartphone, qu'il y a des gens qui travaillent, qui prennent des décisions pour faire avancer Internet. Voilà, je vous souhaite de bons ateliers FGI. À bientôt. Au revoir. Je suis sûr que Lucien va maintenant prendre la parole. Ou alors il nous envoie une autre vidéo, celle d'Olivier Crépin-Leblanc, qui n'a pas pu se joindre à nous, comme il est dans un avion. Parce que c'est les gens qui se remettent à voyager. C'est incroyable. Je ne sais pas quelle est la suite, si c'est une vidéo ou si c'est Lucien, mais on va bientôt s'en apercevoir tous ensemble. Pendant qu'il y a une interruption, non, personne ne parle, si, il y a moi qui parle, mais pendant l'interruption de l'image, donc c'est Sébastien Bacholet qui parle. Tiens, je vais mettre ma caméra comme ça, ce sera aussi bien. Hop là. En attendant qu'il y ait un retour. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit vous préparer à parler après les interventions de Lucien et puis d'Olivier Crépin-Leblanc. Juste pour être sûr, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend un peu loin, mais on t'entend. D'accord. Voilà, on entendra un peu plus près là maintenant. Je pense que c'est mieux. Ça y est, Lucien est de retour. Génial. Lucien, à toi la parole. Tout à fait. Alors, j'espère que maintenant vous m'entendez correctement. On a eu un petit changement technique ici. Dites-moi. Parfait. Bon, eh bien, j'en profite pour vous passer les excuses de mon collègue Nicolas Chani,
avec qui j'ai l'honneur de coprésider le comité d'organisation du FGI France, qui a eu une urgence et qui ne peut malheureusement pas se joindre à nous. Je vais terminer ma présentation très rapidement du FGI Monde, les quelques points en 2 mots que je souhaitais aborder avant de vous dire un mot donc du FGI France et de passer la parole à Olivier Crépin-Leblond et bien entendu à Sébastien Bacholet. Donc vous l'avez compris, le FGI France, le FGI Monde, créé par le SMSI, a un mandat qui est fixé donc par l'agenda de Tunis, a un objectif de discussion des politiques publiques, d'être en mesure, et vous l'avez entendu avec les parties prenantes qui sont représentées ici, de discuter des politiques publiques de l'Internet, de faciliter les échanges entre ces parties prenantes. Vous l'avez vu, on a des représentants des gouvernements, d'une part, on a la communauté technique, d'autre part, on a la société civile, par ailleurs, et on a également, bien sûr, le monde académique et le secteur privé. L'idée, c'est de permettre des échanges entre ces parties prenantes qui collaborent à Internet, d'échanger des bonnes pratiques et, bien entendu, de collaborer à la fois annuellement lors du Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet, 1 fois par an. Le prochain est à Katowice, en Pologne, en décembre prochain. Et, bien entendu, tout au long de l'année, par le biais de ce qu'on appelle le travail, alors le mot est barbare, mais on parle de travail intersessionnel, c'est-à-dire le travail qui, toute l'année, anime le Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet. Des groupes de travail sur différents sujets. On a eu l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, les aspects de cybersécurité à travers des forums de bonnes pratiques ou encore ce qu'on appelle des coalitions dynamiques. Le FGI Monde également a un objectif d'engager les parlementaires et les décideurs publics. Il y a des sessions parlementaires qui sont organisées depuis l'IGF Berlin. On a eu une session parlementaire également en ligne l'an passé et on aura une session parlementaire cette année à Katowice. Enfin, bien sûr, et ça a été rappelé par certains d'entre vous, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'entendre la diversité des voix VOIX pour pouvoir, quelque part, avoir une diversité de voix VOIES et, quelque part, assurer cette diversité d'Internet au jour le jour. Un point très rapide également, il y a une réforme en cours de la gouvernance de l'Internet au niveau mondial, notamment dans le cadre de l'agenda numérique du secrétaire général des Nations Unies. On n'a pas le temps de développer ici, mais je voulais simplement faire la mention. Maintenant, pour le FGI France, on est ici dans un atelier du FGI France. On a eu différents ateliers. Qu'est-ce que c'est, grosso modo, que le FGI France? Eh bien, c'est la dénomination française du Forum mondial. L'idée du Forum mondial, c'est d'avoir une discussion au niveau global. Mais bien entendu, une discussion pour vraiment permettre l'implémentation, pour avoir une voix locale portée au niveau global, mais aussi une hybridation croisée entre ces différentes sphères, eh bien, ça nécessite un débat local. Ça nécessite un débat en français, ça nécessite un débat dans les différentes langues qui font la diversité des différents utilisateurs d'Internet. Et dès lors, le FGI France, eh bien, c'est le Forum français. On collabore avec un certain nombre d'autres entités. On a un comité d'organisation extrêmement large. On vous poste le lien sur le chat, c'est igf-france.fr. Le comité d'organisation est riche. J'ai l'honneur de le coprésider avec mon comparse Nicolas Chani. Et donc, cette année, nous avons eu plusieurs événements. Une plénière de lancement le 27 octobre sur la polarisation d'Internet, mais aussi des ateliers. Un atelier en février sur territoire numérique et nouvelles fragilités, copiloté par le SINOV numérique et l'AFNIC. Nous avons également eu un atelier sur faut-il faire des usages, un levier de la sobriété numérique, copiloté par le Conseil national du numérique et Renaissance numérique. Nous avons également eu en mai un atelier sur Internet français entre résilience et enjeux de cybersécurité, copiloté par l'ARCEP et l'AFNIC. Et nous sommes, ce 1er juillet, justement, dans le dernier atelier de ce cycle 2020-2021 sur expérimenter la gouvernance de l'Internet. Est-ce que ce n'est pas justement le meilleur moyen? J'ai essayé de faire bref, de me tenir aux 3 minutes. Je passe la parole à Sébastien Bacholet, qui la repassera à Olivier Crépin-Leblond. Merci. Merci beaucoup, Lucien. Et ce coup-ci, le son était super. Donc, on a pu te voir et t'entendre. Comme disaient quelques-uns, le NOPAP était superbe. Il va falloir que je remette le mien bientôt.
je vous l'ai déjà dit, mais la prochaine intervenante sera Olivier Crépin-Leblanc. Olivier a de multiples fonctions. Il est président de ISOC UK. Ah oui, UK est parti un peu loin. Mais bon, il est aussi, il était mon prédécesseur comme président de Euralo. Il a été président de ALAC à l'ICANN. Et donc, il n'y avait pas de meilleure personne pour nous faire un pitch de 3 minutes sur l'organisation et la voix des utilisateurs dans la gouvernance d'Internet. Il est aussi actuellement, et depuis déjà quelques années, président du groupe de travail, alors il a changé de nom, ce groupe de travail, autour de la gouvernance d'Internet dans le cadre de l'ICANN. Et à ce titre-là aussi, c'est important d'avoir sa vision des choses. Donc j'espère que la technologie va nous suivre et que je vais pouvoir disparaître derrière mon écran et laisser la place à Olivier qui a enregistré sa vidéo hier soir dans sa chambre d'hôtel entre différents voyages. Je crois qu'il était à Genève hier soir, en partance pour Bruxelles, puis je crois qu'il va ensuite à Istanbul. Vous voyez comment Olivier circule non seulement en Europe, mais un peu plus loin. Et nous espérons tous bientôt pouvoir non seulement nous remettre à voyager, mais aussi à voilà, avoir une réunion de l'ICANN en physique. Donc, je vais lui laisser maintenant la place et je reviens après. Bonjour, je m'appelle Olivier Crépin-Leblanc et je vais vous parler aujourd'hui de l'ICANN, cette organisation qui coordonne et gère les extensions des noms de domaine au niveau international. C'est-à-dire, lorsque vous avez un nom de domaine, l'extension, ça pourrait être .com, .net, .org, ou ça pourrait être aussi pour la France .fr, pour l'Angleterre .uk, pour l'Allemagne .de. Donc ça, ce sont les extensions des noms de domaine. Cette organisation ICANN a une particularité très particulière qui est le fait que toute l'élaboration des politiques et des règles au niveau de ces noms de domaine, toute cette élaboration est faite d'une manière multi-partie prenante. C'est-à-dire qu'au sein de l'organisation, le secteur privé, les gouvernements, la société civile, le secteur technologique et les utilisateurs de l'Internet se travaillent ensemble et donc se coordonnent et travaillent dans des groupes de travail pour pouvoir élaborer les changements qui doivent se passer, car l'Internet est un réseau qui continue à évoluer et qui donc demande toujours des modifications au niveau de ses règles. C'est important parce que le travail qui est fait là affecte des millions et des millions d'utilisateurs dans le monde et il faut que le point de vue des utilisateurs soit inclus dans les discussions et dans les décisions qui sont prises. Car il est important de noter que ce qui se passe à l'ICANN, ce sont des décisions qui sont prises, qui vont impacter le monde entier. Donc, il est important d'avoir le point de vue de tous ces secteurs dont j'ai parlé pour pouvoir avoir des solutions qui puissent d'un côté être technologiquement possibles, de l'autre côté légalement envisageables et de l'autre côté bien sûr des solutions qui vont pouvoir servir les utilisateurs de l'Internet pour ne pas avoir des systèmes compliqués qui ne serviront absolument à rien. C'est grâce à ce système multipartie prenante que nous arrivons à créer et à mettre en place des politiques et des règles qui sont équitables et qui peuvent satisfaire la majeure partie des utilisateurs sur Internet, avec surtout la stabilité du réseau qui est toujours légendaire, qui continue à marcher, et un système de nommage Internet qui continue aussi, lui, à s'étendre avec l'évolution du réseau qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est particulièrement important comme travail. Il y a beaucoup de gens et de volontaires qui travaillent là-dedans, et je vous invite à y participer aussi. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Olivier. Nous avons fait le tour des présentations. Comme vous pouvez le constater, ce que j'espérais que nous ferions en 1 heure, nous l'avons fait en 1 heure et demie. Donc, nous sommes au bout du temps, mais je suis persuadé que la technologie peut rester en place et que si vous avez des questions, des commentaires, des avis ou une expérience particulière que vous-même voudrez partager, souhaiterez partager avec l'ensemble de ceux qui sont présents aujourd'hui, n'hésitez pas. Je vais quand même en profiter en attendant que quelqu'un prenne la parole pour remercier tous les intervenants. Je sais qu'il y en avait beaucoup, mais il nous semblait intéressant de faire je ne vais pas dire un tour d'horizon complet, mais un tour d'horizon de différentes structures. On voit la variété, la diversité, et c'est un des éléments importants de l'Internet. L'Internet n'est pas un ensemble monolithique, c'est un ensemble qui est divers, et suivant l'endroit où l'on est, la structure que l'on gère, la structure à laquelle on participe, eh bien, on peut avoir des visions différentes. Et donc, je suis prêt à donner la parole à qui le souhaiterait. Et puis, s'il n'y en a pas, on va tout doucement s'arrêter là. L'intérêt à tous, j'espère que vous avez apprécié ces interventions, ces échanges. En tous les cas, je voudrais redire à nouveau un grand merci à tous ceux qui sont intervenus. Alors, si il y a une question, Mélanie qui demande comment coordonner le national et le global. S'il y en a qui veulent répondre, je vais juste commencer à tenter la réponse. Il y a plusieurs. La coordination nationale, elle se fait, je dirais, dans différentes structures à différents niveaux. Le FGI est un des endroits où il y a une coordination au niveau national. Le ministère des Affaires étrangères joue aussi un rôle, en particulier dans les préparations des conférences internationales. Et puis, bien sûr, la FNIC est un lieu, on dit à la FNIC qu'elle est en charge de l'animation de la communauté Internet locale. Et l'Internet local, c'est d'abord et avant tout au niveau national. Mais comme vous avez pu le voir, elle s'intéresse aussi, et c'est important, ce qui se passe dans les pays francophones, en particulier en Afrique. Et ces gens-là, ils aident à participer aux organisations au niveau mondial, en particulier la voix d'un certain nombre d'entre nous est portée au FGI, à l'ICANN. Vous avez dans la salle, dans les présentateurs, un certain nombre de gens qui y sont régulièrement et donc qui peuvent porter la voix de la communauté locale. Si la question se pose pour l'Union internationale des télécommunications, je ne suis pas le mieux placé, étant un farouche partisan de la communauté du multi-acteurs, comme vous avez pu le voir. Peut-être que je peux essayer de tenter de répondre à la question de Mélanie, du coup. Vas-y, vas-y. Merci Sébastien. Alors, nous, l'Union internationale des télécommunications, c'est une organisation intergouvernementale. Donc, on ne représente pas la France. La France est représentée à l'Union internationale des télécommunications, en tout cas jusqu'à ce jour, par des personnes du ministère de l'Industrie, en coordination étroite avec le ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, on est de plus en plus sollicité à la FNIC sur des débats qui peuvent avoir lieu à l'Union internationale des télécommunications et qui portent sur d'éventuels prochains standards, même si la puissance de standardisation de l'Union internationale des télécommunications est quand même aujourd'hui assez faible
On voit bien qu'ils sont plutôt forts sur les radiofréquences, d'une part, et un peu sur les actions de développement. Donc, il n'est pas du tout impossible que la FNIC, dans les mois ou les années à venir, propose d'adhérer à l'Union internationale des télécommunications en tant que membre de secteur, c'est comme ça qu'on dit. C'est un petit peu le petit côté multi-acteur de l'UIT, où on peut être adhérent sans être gouvernement, et donc on a le droit de participer à un certain nombre de discussions. Donc, ce n'est pas du tout exclu. Le dernier point que je voulais aussi évoquer par rapport à la première question, très rapidement, ce qui est intéressant dans l'articulation du global et du national, me semble-t-il, c'est que quand on parle de multi-acteurs, on peut avoir tendance à effacer les différences nationales. En se disant, mais finalement, il y a des différences de point de vue entre d'un côté la société civile, de l'autre côté le secteur privé, de l'autre côté le monde académique, etc. Comme si le monde académique pensait de la même façon à Vladivostok et à Rio de Janeiro, et comme si c'était pareil pour le secteur privé. Donc, au fond, il y a quand même une articulation qui est forcément une articulation nationale à l'international, parce qu'il arrive parfois que les différents acteurs d'un pays soient plus proches les uns des autres qu'ils ne sont proches de leurs homologues dans d'autres pays. Et c'est ça la beauté du modèle, et il n'y a pas de recette. Simplement, il faut absolument réussir à marier cette approche nationale et cette approche acteur, qui n'est pas la même. Merci Pierre. Et je rajouterais un élément je dirais de complexité, mais en même temps de beauté de la chose, c'est que la langue fait aussi la francophonie est un élément aussi important de discussion, d'échange et de coordination. C'est pour ça qu'il nous semble très important d'organiser des événements où on peut parler dans une autre langue que l'anglais. Je vais juste faire un aparté. Depuis quelques mois maintenant, j'essaye d'organiser à l'ICANN des séances où on peut, à certains moments, ne parler qu'en français. C'est plus facile en ligne parce qu'il y a moins de contraintes. C'était une revendication que j'avais depuis de nombreuses années dans les réunions physiques. C'est plus compliqué. On a une réunion de temps en temps autour de la francophonie. Mais voilà, c'est des éléments importants. Je vais maintenant passer la parole à Lucien pour répondre à la question de Marc. Comment se passe l'organisation d'IGF Monde, le choix des ateliers, etc. Donc Lucien, à toi. Et ensuite, peut-être que Vincent, tu as répondu dans le chat, mais tu pourrais peut-être prendre la parole si tu veux, après Lucien. Merci Lucien, à toi. Merci Sébastien de me donner la parole. Alors en effet, je pense que Vincent pourra élaborer sans doute à l'oral, parce qu'il y a vraiment une coordination par le Quai d'Orsay et un travail intéressant entre les parties prenantes au niveau national. Pour répondre à la question sur le fonctionnement, en l'occurrence, de l'IGF Monde, alors j'ai brossé très rapidement un portrait du FGI Monde, et pour faire écho à la remarque de Sébastien, effectivement, naturellement, on va dire l'IGF, alors que c'est le FGI, le Forum sur la gouvernance d'Internet, l'acronyme anglais n'ayant qu'un sens dans sa traduction. Le FGI Monde, il y a donc le MAG, le Multi-Stakeholder Advisory Committee, que Yulia a notamment mentionné et que j'ai mentionné dans les interstices de mon discours haché de tout à l'heure. Ce comité qui représente donc toutes les parties prenantes, les 5 que j'ai mentionnées, et toutes les zones géographiques dans leur diversité. Il a l'objectif justement de cette organisation du forum annuel en dehors de ses autres missions et activités. Et le cas échéant, dans ces missions, il y a le choix des ateliers. Chaque année, il y a un appel à thématique, et l'appel à thématique, il a cet objectif déjà de fixer les grandes thématiques sur lesquelles la communauté souhaiterait discuter, souhaiterait échanger chaque année à l'occasion, pendant, en marge du Forum mondial. Et ensuite, il y a un appel à ateliers qui est lancé, qui a eu lieu cette année, dont la clôture est imminente pour ce qui est de l'évaluation des ateliers. Le MAG meeting, le forum, la réunion qui permet la validation, était justement ces derniers jours. Et donc, vous avez d'une part un appel à ateliers classique, comme pour beaucoup d'autres conférences internationales, mais avec une évaluation multi-acteurs pour permettre à la fois, bien sûr, d'évaluer la qualité des ateliers, mais pas que,
d'évaluer aussi leur diversité, la manière dont ils représentent les grandes lignes de force que l'on veut développer, et d'avoir ce qu'on appelle souvent en anglais des tangible outcomes, ce qu'évoquait Pierre, ce qu'évoquaient d'autres, à savoir quelque chose à présenter, un résultat tangible que l'on peut présenter, que l'on peut discuter. Et justement, c'est ce MAG, ce comité qui participe à cette évaluation pour avoir la plus grande diversité à un programme qui suit ce fil conducteur chaque année. Ce n'est pas parfait, c'est assez lourd comme processus, mais c'est comme ça que ça se passe. Le deuxième aspect, extrêmement rapidement, c'est l'organisation de plénières, ainsi qu'un certain nombre d'ateliers spécifiques qui se fait chaque année en collaboration avec les Nations Unies d'une part, mais aussi avec le pays hôte du FGI, j'allais dire de l'IGF. Cette année, c'est la Pologne. Le MAG est également impliqué dans ces sessions et tente d'y insuffler quelque part la voix de la communauté dans sa diversité. Je passe la parole à Vincent s'il veut la prendre. Oui, merci Lucien, je la prends avec grand plaisir. Et pour répondre, pour apporter ma contribution à ce débat, et pour donner quelques précisions sur la coordination qui se fait au niveau de la France, oui, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'efforce d'assurer une coordination, et comme l'a bien dit Sébastien, c'est surtout au niveau de l'ICANN. Et en général, avant les réunions, les 3 réunions qui se déroulent chaque année. Donc, nous essayons d'inviter des acteurs français aussi variés que possible. Et d'ailleurs, certains participants à notre atelier ce soir sont des habitués de ces réunions, qui sont tout autant voués à préparer les réunions de l'ICANN qu'à échanger de façon générale sur les grands sujets du moment, et sur, disons, nous avons les discussions portent sur les sujets d'actualité, mais nous permettent aussi d'échanger sur nos visions justement de la gouvernance de l'Internet et le modèle ICANN. Donc, ce sont des réunions c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises ce soir. Ces réunions nous permettent de comprendre les points de vue des uns et des autres, nos problématiques, nos objectifs, et donc d'enrichir tout simplement les positions que nous défendrons, les arguments. Nous ne nous quittons pas toujours tout à fait d'accord sur tous les sujets, mais ces réunions sont toujours très précieuses et très productives. Donc je pense que c'est ça le principal apport de mon ministère à la coordination française dans la gouvernance de l'Internet. On a parlé un peu de l'UIT dans le chat, qui fait également partie des enceintes que je suis, même si c'est plutôt le ministère de l'économie qui est en lead, comme on dit en bon français. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment de coordination. Pardon, si je fais un mauvais procès à mes collègues du ministère de l'économie, et ils font une coordination assez active avec les entités françaises qui sont représentées à l'UIT, qui sont membres de secteur, pour reprendre le terme technique. Mais c'est quelque chose. L'UIT est effectivement un modèle qui n'est pas vraiment multipartie prenante, il marche sur 2 jambes différentes, j'ai envie de dire. D'un côté, effectivement, ce sont les États qui ont le dernier mot, mais qui ont l'essentiel de la gouvernance entre leurs mains. Mais d'un autre côté, ce sont les membres de secteur, les entreprises ou toutes sortes d'organisations privées qui assurent l'essentiel, à mon sens, de la normalisation, qui est, en tout cas, je parle pour le secteur normalisation de l'UIT. Donc, on va dire que les 2 versants les 2 univers, j'ai envie de dire, gouvernemental et privé, ont tous les 2 un pouvoir important au sein de l'UIT, mais de nature différente. Et en tout cas, la coordination française est, disons, encore développer et améliorer la coordination française à l'UIT est l'un de nos objectifs. J'espère que nous allons y parvenir dans les prochains mois. En tout cas, j'espère que nous en verrons
les résultats. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Sébastien? Oui, vas-y. Laurent, je peux prendre très rapidement la parole? Oui, pour dire que je pense qu'en France, il y a des outils pour qu'il y ait il y a des outils et des ressources pour qu'il y ait une coordination des différentes positions françaises portées par différents acteurs français au sein des différentes organisations, y compris l'ICANN. Je pense qu'il y a un très bon travail qui est fait par le Quai d'Orsay depuis quelques années dans ces réunions de coordination, avant les réunions ICANN. Sur les questions UIT, je sais que le ministère de l'économie organisé des réunions avant les plénipotentiaires aussi. Il y a l'AFNIC, qui est aussi un lieu, qui est un vecteur aussi à la fois pour collecter de l'information et aussi voir comment faire passer des positions. Pierre a parlé de la potentielle adhésion de l'AFNIC à l'UITD-ET. Donc je pense qu'il y a des ressources, il y a les process pour ça, plus ou moins. Je pense que c'est pas là que le bas blesse. Je pense qu'il y a sûrement besoin d'avoir une stratégie globale et pas juste avoir juste des process ou des moyens de faire passer des messages. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie stratégie. Et au sein de l'ICANN, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français ou de francophones. Donc, il y a de quoi faire en principe. Je pense qu'on est pas mal lotis. Il y a beaucoup de Français qui sont à des positions relativement importantes au sein de la communauté ICANN. Je pense bien sûr à Philippe, mais il y a aussi, il me semble qu'il y a aussi Orange aussi est assez présent au sein de l'ASO et au sein de RIPE, NCC. Donc je pense qu'il y a Vincent est très actif au sein du GAC et tient extrêmement bien la chaise, c'est-à-dire qu'il évite de partir dans des discussions inutiles. Et il fait des interventions qui sont, je pense, appréciées par ses collègues pour ça. Il y a bien sûr l'AFNIC avec le CCNSO, avec le rôle de Pierre Bonis notamment. Il y a aussi, je pense, à Régis de l'AFNIC, qui a un rôle extrêmement important au sein du CCNSO. Donc voilà, je pense qu'on a quand même des acteurs. Il y a bien sûr Sébastien Bachelet, Olivier Crépin-Leblond, voilà, qui dit genre, bon, je fais court, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même du monde. Il y a quand même des moyens de faire remonter l'information, de faire de la coordination. Donc je sais, pour moi, le sujet, c'est plus peut-être avoir une stratégie pour porter certains messages, mettre l'accent sur certains messages. Alors, je sais que Philippe peut pas faire ça parce que lui, il a quand même un rôle particulier au sein du GNSO qui fait qu'il doit être totalement neutre. Mais en dehors de Philippe, je crois qu'il y a beaucoup de personnes au sein de l'ICANN qui sont françaises et qui se connaissent et qui ont la capacité de faire passer des messages. Si on arrive à avoir 2-3 messages bien portés, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je pense qu'il y a plutôt une question d'arriver à définir une stratégie entre les différents acteurs français, quoi. Et puis bien sûr, du côté ICANN.org, on est prêt à soutenir. On ne peut pas bien sûr interférer, mais on est prêt à soutenir n'importe quelle initiative qui vise à faire mieux entendre la voix des utilisateurs français et des différents acteurs français au sein de l'ICANN. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que Pierre, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Non, j'ai répondu dans le chat, merci, je ne veux pas monopoliser trop la parole. Et, Philippe, est-ce que tu veux dire 2 mots de ta fenêtre à toi, et puis je pense qu'on va ensuite conclure. Oui, avec plaisir. Est-ce que j'espère vous pouvez m'entendre? Je dois à chaque fois réapprouver les autorisations, ce qui est un peu casse-pied. Je pense qu'il y a certainement il y aurait un intérêt à coordonner alors ce que Laurent appelait une stratégie au niveau des acteurs des acteurs français. Je pense qu'il y a aussi un besoin
sans doute d'explications. Nous, on est attachés côté Orange à essayer de contribuer aux travaux qui sont effectifs, c'est-à-dire aux policies typiquement qui se retrouvent implémentés dans l'industrie et qui le sont grâce à une structure particulière à l'ICANN, hein, qui sont la partie contractuelle finalement, hein, puisque ça s'impose à eux. Donc voilà, à titre personnel, je suis prêt à participer. Une casquette, ça peut se retirer pour reprendre le commentaire de Laurent, mais ça pourrait sûrement être utile et aussi pour expliquer concrètement ce qui s'y fait. C'est souvent très technique. C'est parfois difficile à saisir, notamment les enjeux qui sont associés. Donc oui, ce serait sûrement utile que d'avoir cette coordination qu'on a hein, déjà, mais tous les nouveaux participants seront certainement bienvenus pour ça. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je voudrais encore une fois remercier tous les intervenants, tous les participants, ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, mais ceux qui ont participé au début de la conversation, ceux qui sont venus seulement par des vidéos parce qu'ils étaient en voyage. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis preneur de vos commentaires et je pense que nous, le FGI France, preneur de vos commentaires sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. S'il y a des sujets qui vous semblent intéressants à discuter dans le futur, puisqu'il va falloir qu'on fasse le programme pour l'année prochaine. Et puis, bien évidemment, la question de la coordination est une question qui pour moi est historique parce que à une époque, les Français avaient la présidence de ALAC, la présidence du GNSO, deux postes au bord des j'en passe et des meilleurs. Et la coordination n'a jamais été réellement possible. Je pense que de l'eau a coulé sous les ponts et que maintenant les acteurs comprennent qu'il y a cette nécessité, qu'elle peut se faire. Donc c'est un sujet qui, pour moi, me tient à cœur et j'espère que l'on pourra le faire. Je vais maintenant laisser la parole à Lucien en tant que co-président de l'IGF, France, puisque nous sommes à la fin de cette année, même si on a dépassé d'un jour, puisque je pense qu'on devait s'arrêter fin juin, mais c'est comme si on était fin juin, pour qu'il nous donne quelques mots de conclusion. Et encore une fois, merci à tous, à bientôt, et je suis sûr que nous aurons d'autres sujets de conversation. Et dans cette période qui se réouvre, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. À bientôt. Au revoir. Merci, merci beaucoup Sébastien. Merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous ce soir. C'est effectivement le cycle 2020-2021 qui s'achève le premier jeudi de juillet, comme on avait depuis quelques sessions l'habitude de tenir justement l'édition annuelle du FGI France. Nous reviendrons vers vous sur cette édition 2021 du FGI France, qui aura lieu, bien sûr, comme vous le devinez, à la rentrée. La crise sanitaire en ayant retardé l'organisation, comme ça a pu être le cas également l'année dernière, où la plénière a eu lieu au mois d'octobre de 2020. Je vous remercie à nouveau, je remercie Sébastien pour cette belle organisation et l'intégralité des participants et des participantes ce soir. Merci à tous, à bientôt. Je laisse la place au logo du forum.